Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. L'école de la deuxième chance ou l'espoir d'un emploi durable pour la jeunesse ivoirienne, c'est une réalité. Ce programme facilite l'insertion des jeunes déscolarisés, désireux d'apprendre un métier. Ils bénéficient ainsi du PJGouv. Mais comment intégrer ce programme? Quels sont les critères? Comment se fait la formation? Éléments de réponse dans le dossier vide ici. Le programme d'entretien routier de la région du Bélier est aussi lancé. Le président du Sénat, Janoua Ousou-Kouadio, a donné le premier coup de pioche à Yaakro dans la sous-préfecture de Molo-Noublé. Plus de 1200 km de voiries seront reprofilés, permettant ainsi le désenclavement de plusieurs villages de cette région. À Rome, en Italie, s'est ouverte aujourd'hui la 5e conférence ministérielle pour l'agriculture de l'Union africaine et l'Union européenne. La Côte d'Ivoire est représentée par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani qui porte également la voix de l'Afrique à cette rencontre. Il appelle à une synergie d'action contre le réchauffement climatique. Le Conseil de sécurité de l'ONU met terme à la mission des casques bleus au Mali et c'est à la demande de Bamako que cette décision a été prise aujourd'hui. Ce retrait se déroulera sur 6 mois. Les casques bleus et policiers de la MINUSMA quitteront le Mali dès la fin de l'année. Soyez les bienvenus sur RTI1. On commence par l'école de la deuxième chance ou l'espoir d'un emploi durable pour la jeunesse ivoirienne. C'est une réalité. Le gouvernement a mis en place un programme pour faciliter l'insertion des jeunes déscolarisés mais désireux d'apprendre un métier. Ils bénéficient ainsi du PJGouv, le programme de jeunesse du gouvernement qui s'étend sur 2 ans, 2023-2025. L'école de la deuxième chance profite aux jeunes et aux entreprises car elle règle la question du chômage et améliore la compétitivité des sociétés. Mais comment intégrer au juste programme? Quels sont les critères? Comment se fait la formation? Question-réponse, c'est dans le dossier Vie, d'ici signé Alexis Ouedraogo. En plein cœur de la commune la plus peuplée d'Abidjan, voici un établissement pas tout à fait comme les autres. Le lycée professionnel sectoriel de Yopougon. Une école aux infrastructures récentes où sont formés des techniciens prêts à l'emploi. Depuis son ouverture il y a 3 ans, c'est à Adam Kassamba, son directeur, qu'a été confiée la mission de former l'ensemble de ses apprenants. Le nom que l'on donne à ces élèves qui apprennent ici à exercer un métier pratique. Vous êtes en 3e année, donc en fin de cycle. Bientôt, vous serez en entreprise, respectez les consignes du professeur. De la même façon, quand vous serez en entreprise, respectez les consignes aussi des maîtres là-bas. Ce jour-là, travaux pratiques à la maintenance d'une centrale de pompage piscine. Ces jeunes hommes et femmes sont pour certains en reconversion scolaire, voire professionnelle. Nous avons des jeunes qui font l'enseignement général, la 3e jusqu'au bac. Ensuite, ils doivent apprendre des métiers. Nous donnons aussi l'opportunité à tous les jeunes qui ont abandonné les bancs, quelles que soient les raisons. Ceux qui ont fait des formations et qui veulent se reconvertir, ils peuvent venir faire ce qu'on appelle chez nous des formations qualifiantes. Donc on leur donne des qualifications précises sur un métier précis. Les lycées professionnels sectoriels, une école de la deuxième chance. Celui-ci, à Yopougon, forme cette année 163 apprentis en industrie, électricité, bâtiment ou encore maintenance électronique. Mais une autre formation pratique attire bon nombre d'apprenants, la transformation des denrées alimentaires. Un secteur porteur dans un pays où l'agriculture contribue à environ 28% du PIB. Ce matin, nous allons transformer de la tomate payée sur le marché en tomate pâte concentrée. Dans cette autre salle, une autre séance de travaux pratiques. Ces apprenants doivent transformer ces tomates en pâte pour conserve. Un procédé qui va du nettoyage au broyage de ces fruits et que doivent maîtriser ces jeunes en 2e année d'agro-industrie. Aidés ici par des machines de dernière génération. Un exercice auquel participe aussi Nokwame, 24 ans. Il en est convaincu. Cette formation des plus pratiques le prédispose à contribuer à l'industrialisation dans laquelle s'est engagée la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui,
le monde est basé sur l'industrialisation. Et la base de la société, c'est la consommation. Et la consommation, c'est nous qui la faisons. Avec la formation des professeurs, nous arrivons à acquérir certaines connaissances que nous n'avons pas eues au général. Nokwame est l'un des jeunes reconvertis de cette école. Après l'obtention de son bac en 2019 à Agbovi, dans le sud de la Côte d'Ivoire, il enchaîne les petits boulots, mais rêve d'un métier plus rentable et d'un avenir meilleur. Je ne pouvais pas rester toujours dans les petits boulots, puisque ce n'était pas rassurant. J'ai intégré l'enseignement professionnel pour que demain je puisse avoir une vie, je peux dire, sécurisée. Voilà. L'accès à ces lycées professionnels se fait par voie de concours et l'apprentissage y est totalement gratuit. Selon les chiffres officiels, 27,9% des jeunes ivoiriens de 16 à 24 ans ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni même en formation. C'est à eux que s'adressent les programmes de ces lycées particuliers. Le gouvernement ivoirien entend multiplier ces écoles des métiers et les étendre dans divers secteurs. Une aubaine pour des milliers de jeunes qui peuvent ainsi exercer le métier dont ils ont toujours rêvé. Dans le quartier chic de Cocody, Rivera Golf, c'est dans cet hôtel qu'un apprenant en hôtellerie suit une partie de sa formation pratique. Allô, réception, bonjour. Oh, excuse me. Good morning, madam. Fine, and you? For 2 persons, include breakfast? Franck-Henri Kofi effectue ici un stage d'imprégnation après sa formation théorique dans un lycée professionnel. Un nouveau départ pour cet informaticien de base, passionné d'hôtellerie. C'est grâce au lycée hôtelier d'Abidjan qui signe des partenariats avec des établissements comme cet hôtel que le jeune homme a pu avoir cette rare opportunité et qui a d'ailleurs pu déboucher sur un emploi. Je salue l'initiative du gouvernement pour avoir instauré ce programme-là parce que ça nous aide vraiment, ça va aider les jeunes aussi à pouvoir entrer dans le monde du travail. Voilà, plus facilement, parce que c'est pas évident aussi de trouver du travail par soi-même. L'espoir d'une nouvelle vie pour la jeunesse ivoirienne à l'école de la deuxième chance. Une priorité pour le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ce jour-là, dans l'enceinte du lycée hôtelier d'Abidjan, le ministre Kofi Nguessan en personne préside une cérémonie de remise d'attestation. Les récipiendaires, ces femmes et hommes, au total 32 formateurs en gastronomie et management hôtelier, tout juste de retour de France. Des formateurs à l'école de la formation professionnelle. Faire en sorte que des jeunes formateurs puissent aujourd'hui avoir confiance en eux-mêmes et exercer dans nos établissements en toute confiance. Donc il s'agit de renforcer les capacités des formateurs. Quand un formateur est nanti de compétences, il a la confiance, il a envie de travailler, il donne l'envie aussi aux jeunes. Je crois que c'est cette aspiration des jeunes à venir à la formation professionnelle que nous sommes en train de rechercher en renforçant les capacités de nos formateurs. Accroître l'employabilité à travers l'apprentissage d'un métier, c'est tout l'enjeu des lycées techniques professionnels qui à terme verront le jour dans les 14 districts autonomes du pays. Pour l'heure, 30 établissements sont en cours de réhabilitation et d'équipement partiel. Ambition, rescolariser mais aussi rendre la jeunesse ivoirienne plus compétitive sur le marché de l'emploi. Voilà, et c'était le dossier VDC sur l'école de la deuxième chance, l'espoir d'un emploi durable, un dossier réalisé pour vous par Alexis Ouedraogo. Et justement, il n'est jamais trop tard pour se relancer dans la vie avec l'école de la deuxième chance. La jeunesse saisit bien sa chance de réussite. L'initiative du gouvernement mise en œuvre par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage porte ses fruits et est soutenue par le GIZ. L'agence de coopération allemande a scellé donc un partenariat avec le ministère de l'enseignement technique, comme nous le rapporte Issa Tchonayo. L'agence de coopération allemande GIZ s'engage à donner un coup d'accélérateur au projet de l'école de la deuxième chance. Une volonté actée par la signature d'un protocole d'accord cadre de partenariat avec le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Cet accord s'inscrit dans le cadre du programme Invest for Job
de la GIZ visant à soutenir la création d'emplois décents en Afrique. Aujourd'hui, nous avons réussi à mettre les forces en action, en œuvre pour avancer sur le dossier l'école de la deuxième chance, mais aussi tout ce qui est pour la formation des jeunes et leur insertion dans des métiers décents, dans lesquels ils vont être correctement payés, dans lesquels ils auront des conditions de travail qui sont respectueuses et vertueuses. Et tout cela, nous avons décidé de le faire parce que voilà, on a grande confiance dans ce que l'État de la Côte d'Ivoire veut faire. On a grande confiance dans la capacité aussi de tous ces jeunes. Le président de la République a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. C'est au gouvernement, sous la conduite du Premier ministre Patrick Hachi, de montrer les actions concrètes, de sorte que les jeunes aient confiance et gardent un peu plus d'espoir. Donc avec la signature de ce partenariat, nous allons mettre encore d'autres programmes en œuvre et faire en sorte que des jeunes soient formés. Et tout du travail, c'est la formation et insertion. Selon les clauses de l'accord, l'appui de la GIZ consistera à l'opérationnalisation des projets de l'école de la deuxième chance, d'identification des besoins en ressources humaines du secteur productif, ainsi que la co-construction des programmes, des référentiels métiers en cohérence avec les besoins du secteur productif. Ça bouge aussi bien dans le domaine du réseau routier ivoirien. Le programme d'entretien des voiries de la région et du Bélier est bien lancé. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a donné le premier coup de pioche à Yaakro dans la sous-préfecture de Molo-Numblé. Plus de 1200 km de voiries seront reprofilés, permettant ainsi le désenclavement de plusieurs villages de la région. Kadès Sogodogo. Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, prenant place à bord d'une chargeuse sur pneus. Il sonne ainsi l'heure du reprofilage de toutes les routes de la région du Bélier, estimée à 1246 km. Cette action est inscrite au programme d'entretien routier 2023-2025. On va exécuter dans ce programme des reprofilages lourds et des traitements de points critiques, des reprofilages légers avec emploi partiel et des reprofilages légers sans emploi partiel. Alors, la particularité de ce programme est que les entreprises ont un contrat pluriannuel. Une attente majeure pour les chefs couronnés qui verront ainsi leur village être désenclavé. Population, réjouissons-nous, laissons éclater notre joie, car le président Alassane, grand visionnaire, connaissant nos besoins, vient de répondre à la priorité de nos préoccupations par anticipation. Les élus, porte-voix des populations, ne sont pas en reste. Une réponse claire du président de la République pour l'intérêt qu'il accorde à la région du Bélier et la confiance qui lui plaît de placer à notre baobab le président Jeannot Ahoussou-Kouadio. La vaillante population de la sous-préfecture de Molo-Numblé, ainsi que celle de toute la région du Bélier, voudraient exprimer leur infinie gratitude et toute leur reconnaissance à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ces travaux, estimés à environ 2 milliards de francs CFA, démarrent dès à présent. Et pour le président du Sénat, le développement reste le cheval de bataille du président de la République, Alassane Ouattara, et les choses vont dans le bon sens. Le gouvernement mesure à sa juste valeur l'importance des routes en terre dans sa politique de développement socio-économique de nos régions. Depuis 2012, ce sont en effet 5 programmes d'entretien routier qui ont été élaborés et exécutés par le ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Les routes en terre représentent plus de 84% du linéaire du réseau routier de la région du Bélier, d'où l'impérieuse nécessité d'en assurer chaque année leur entretien. Le ministère de l'entretien routier, à travers l'AGEROUTE, a rassuré les populations quant à la qualité des travaux qui démarrent maintenant pour s'achever en 2025.
Et plus loin, à Rome, en Italie, s'est ouverte aujourd'hui la 5e conférence ministérielle pour l'agriculture de l'Union africaine et l'Union européenne. La Côte d'Ivoire est représentée par le ministre d'État, Kobena Kwasi Ayoumani, qui porte également la voix du continent africain à cette rencontre. Et en cette qualité, il a appelé à une synergie d'action contre le réchauffement climatique afin de favoriser une transformation durable de l'agriculture en Afrique. Mamadou Kwasi est notre envoyé spécial à Rome. Rome, capitale de l'Italie et siège de la FAO, accueille la 5e conférence interministérielle de l'agriculture de l'Union africaine et de l'Union européenne. Une rencontre qui est à l'initiative des commissaires de ces deux institutions continentales autour du thème « Système alimentaire résilient et chaîne des valeurs agricoles durables ». Cooperation between European Union and African Union is very important for. Coopération avec l'Union africaine est très important. Il y a beaucoup de plateformes et projets, beaucoup d'échanges, de pratiques. Et aussi, il a souligné les 5 principes. Sécurité alimentaire, la stabilité financière, solidarité et durabilité. Donc, les 4 S. Farmers Organizations. Pour cette première rencontre post-Covid, l'honneur est revenu à la Côte d'Ivoire de porter la voix du continent. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, salue les efforts consentis par l'Union européenne pour le développement du secteur agricole. Toutefois, il appelle à un renforcement des financements pour faire face aux nouveaux défis du monde agricole. Ces financements devraient soutenir les programmes favorisant la création d'emplois stables afin d'éviter aux jeunes de s'aventurer à la traversée de la mer. Les annonces de financement promis doivent être également suivies d'actions et doivent être réparties à la fois entre les pays en conflit et ceux qui croupissent injustement sous les effets collatéraux des conflits. Et c'est également en innovant, aussi bien dans nos comportements que dans la promotion de nouveaux systèmes alimentaires, que nous pouvons vaincre l'insécurité alimentaire. Au nom de ses pairs africains, le ministre d'État, Kobena Kwasi Ayoumani, invite à la révision de la réglementation de l'Union européenne portant sur la lutte contre le réchauffement climatique, tout en prenant en compte d'autres volets. Au vu des efforts colossaux effectués ces dernières années dans la gestion et la sauvegarde des forêts des pays africains, il convient de porter d'autres regards sur la réglementation dans le strict respect des conventions et de la préservation de la biodiversité, tout en accordant un intérêt particulier au volet social, seul gage pour garantir le bien-être des producteurs qui œuvrent au quotidien pour assurer la durabilité de leurs produits. Cette conférence interministérielle a été précédée de plusieurs panels et de tables rondes sur la résilience de l'agriculture africaine. Et ici en Côte d'Ivoire, la zone agro-industrielle de Korogo dédiée à la transformation de l'anacarde est prête. Les investisseurs sont attendus pour l'installation de leurs usines. Toutes les infrastructures de base modernes répondant aux standards internationaux, ils sont déjà en place. C'est une initiative du Conseil du coton et de l'anacarde pour promouvoir la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde. Ami Sissoko. C'est une des infrastructures que le Conseil du coton et de l'anacarde met en place pour accélérer la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Elle est désormais opérationnelle et n'attend plus que les potentiels investisseurs nationaux et internationaux. La zone agro-industrielle d'anacarde de Korogo, ZAICO, dont les travaux ont débuté en 2021. La presse nationale et internationale est invitée pour faire large écho sur cette zone dédiée à la transformation locale de l'anacarde. Une visite guidée par une délégation du Conseil du coton et de l'anacarde, conduite par son directeur général, Dr Adama Coulibaly, permet de l'apprécier. À ses côtés, les autorités locales. Il faut que la chaîne de valeur de chaque filière soit exploitée par le pays et par les Ivoiriens. Quand le président de la République a donné l'indication, a donné la direction, on n'a plus le choix. Ce n'est plus une option. Donc c'est une obligation pour nous de réussir. Réussir, c'est créer un écosystème favorable à l'activité de transformation.
Bâtie sur une superficie de 28 hectares sur l'axe Korogo-Ferke, dans le Poro, la zone agro-industrielle peut abriter 7 usines. Elle est dotée d'infrastructures modernes, notamment de postes de paysage, 3 entrepôts de stockage de 2500 m² chacun, un centre de valorisation des coques de cajou, une station d'épuration des eaux usées et un parking extérieur d'une capacité de 80 camions remorques. Un industriel qui vient ici, il n'aura qu'à faire sa clôture et construire son usine et il se branche sur les différents réseaux, que ce soit l'eau potable, l'électricité, les eaux usées, et il n'a pas d'autres soucis à gérer. Coût global 7,5 milliards de francs CFA à l'initiative du Conseil du coton de l'ANACAD avec le soutien de la Banque mondiale. Ce que nous voulons éviter, c'est que notre richesse parte. D'où la nécessité de transformer et de garder la valeur ajoutée sur le plus long cheminement de la chaîne de valeur. La production, c'est 20%. La transformation, c'est 40%. Donc si nous arrivons à faire les deux, ça fait déjà 60%. L'ANACAD occupe le 3e rang des exportations ivoiriennes après le cacao et les produits pétroliers, soit 20% des exportations agricoles de la Côte d'Ivoire. La zone agro-industrielle de l'ANACAD de Korogo devra permettre la transformation de 80 000 tonnes d'ANACAD par an et générer 8 000 emplois à terme. Voilà, et dans l'actualité nationale également, on évoque la 136e session ordinaire du conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement qui vient de se tenir à Abidjan. Les participants ont planché sur 11 nouvelles opérations, notamment la mise en place de lignes de refinancement, de prise de participation et de financement de projets dans le domaine de l'agriculture, de la digitalisation des infrastructures routières, de la santé et de l'hôtellerie, comme nous le rapporte l'enseigne Bakayoko. Cette 136e session ordinaire ici à Abidjan a permis aux administrateurs de la Banque ouest-africaine de développement d'évoquer des sujets appelant une décision. Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit entre autres de prêts à court terme pour le financement partiel de la campagne cacao 2023-2024 ainsi que la construction d'un hôtel de standing 4 étoiles à Biétri. Au Mali, c'est la mise en place de lignes de refinancement en faveur de la Banque nationale agricole. Au Bénin, c'est le projet de désenclavement de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé qui est mis en avant. En ce qui concerne le Burkina Faso, priorité à la digitalisation des processus de gestion des finances publiques. Du côté du Sénégal, on examine l'aménagement de voies urbaines à Diamniadio. Et pour le Niger, il s'agit de la construction d'infrastructures scolaires. Au cours des 2 premières réunions cette année, la BOAD s'est engagée pour 415 milliards de francs CFA en faveur de projets structurants et innovants, dont la mise en œuvre devait améliorer le quotidien des populations de la région ouest-africaine. On les appelle les parents donateurs. Ce sont les parents donateurs de l'école primaire publique pilote de Makori. Ils encouragent la réalisation des projets éducatifs et pédagogiques qui bénéficient donc aux élèves de cette école. Et ils sont des exemples à suivre, puisque depuis des années, ils soutiennent les enseignants et plus largement les membres de la communauté éducative en faisant des dons à l'école, entre autres, comme nous le dit Jean Magagui. Ils sont au nombre de 70. Eux, ce sont les parents donateurs de l'école primaire publique de Marcory et Pépé Pilote. Ils fournissent du matériel didactique aux enseignants et des kits scolaires aux élèves du CP1 au CM2. Pour cette fin d'année académique, ces donateurs viennent donner de la joie aux élèves admis au certificat d'études primaires élémentaires CEPE session 2023. Depuis des années, les parents donateurs de l'EPP Pilote de Marcory ne cesse de multiplier des actions sur fonds propres pour redorer l'image de l'école. On veut qu'à l'image de tous les quartiers, les enfants de Makori aient aussi cette belle éducation-là. Et cela demande qu'il y ait vraiment un environnement sain dans lequel ils puissent bien travailler. Nous sommes un soutien du COGES et dans ce cadre-là, nous accompagnons le COGES, nous accompagnons les actions du gouvernement tout en gardant à l'esprit que les enfants, c'est l'avenir de demain et ils ont besoin d'une éducation saine pour leur avenir. Des initiatives qui reflètent l'image de l'Ivoirien nouveau, selon l'inspecteur, chef de circonscription de Marcory. Je suis très heureux et puis je suis fier des parents d'élèves de l'école pilote. Non seulement ils appuient les enseignants qui sont ici en leur procurant le nécessaire pour leur travail, mais nous-mêmes qui sommes de l'administration,
Quand nous venons à l'école-ci, les commodités sont au point. Les parents se sont regroupés en donateurs. En tout cas, ils ne nous abandonnent pas. Ils sont avec nous tout le temps. Nous tenons à leur dire merci, tout simplement. Une cantine et un réfectoire au sein de l'école sont prévus afin d'offrir plus de commodités aux élèves. Voilà des exemples à suivre donc. Et pendant ce temps, les médias s'informent et se forment. Plusieurs acteurs des médias ont été justement sensibilisés sur le droit à la concurrence dans notre pays. C'est une initiative de la Commission de la concurrence, autorité administrative indépendante créée en 2013 et ayant pour mission d'être le gendarme de l'économie nationale. Plus de détails avec Dangui Dungui. En optant pour le libéralisme économique dès son accession à l'indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire faisait le choix de défendre la liberté de s'installer dans le pays et de créer des activités économiques dans le respect des réglementations en vigueur. Mais encore fallait-il garantir et favoriser l'émergence d'un marché ouvert et concurrentiel dans un environnement juridique rationalisé et harmonisé selon les termes des experts de la question. D'où la création de la Commission de la concurrence en 2013 avec pour vocation d'être le gendarme de l'économie nationale. Cette autorité administrative indépendante peu ou mal connue selon des observateurs veut se rendre plus visible à travers cet atelier de sensibilisation sur le droit de la concurrence en Côte d'Ivoire en faveur des acteurs des médias. C'est le lieu pour nous de nous faire connaître par d'abord les acteurs économiques et puis aussi par ceux qui véhiculent l'information comme des organes de presse. La Commission de la concurrence a pour mission la surveillance générale du marché afin d'y déceler les dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentielles. Cet atelier d'une journée en faveur des acteurs des médias a eu deux articulations majeures, à savoir la présentation de la Commission de la concurrence et la pratique de la concurrence déloyale. Au chapitre politique de ce 20, le RHDP prépare activement les échéances électorales du 2 septembre prochain. L'heure est donc à la présentation des candidats retenus par le parti pour les régionales et municipales. Ce district autonome de Yamoussoukro ont été présentés par la ministre Anne-Désirée Oloto, membre du directoire, en présence du président du Sénat, Jeannot Assoukwadio. Reportage signé Kader Sokodoro. L'animation du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au niveau local. La tâche revient désormais aux coordinations régionales du parti. La politique du parti sera gérée par les coordinations régionales. C'est pourquoi le président a donné des instructions à la direction exécutive et à toutes les instances pour que ce soit des fêtes qui rassemblent tous les Ivoiriens. Parce que quand on parle de Oufoué-Boigny, c'est tout le monde. Le RHDP, c'est la clé du développement, c'est la voie de la réussite, c'est le futur. Le district autonome de Yamoussoukro s'est inscrit dans cette nouvelle dynamique avec la construction déjà de son équipe de coordination régionale. Parce que lorsqu'on voit la qualité des hommes et des femmes qui constituent le RHDP, on n'a aucun doute que nous pouvons réaliser partout sur le territoire cette performance. Mais la victoire du RHDP doit partir de la ville de Nana Félix Houphouët-Boigny. Une cérémonie d'investiture dans une des salles de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, aussi bondée de militants et sympathisants du RHDP pour la circonstance. Composé de 38 membres avec à leur tête le ministre Souleymane Diarra-Souba, membre du conseil politique du RHDP, l'équipe de la coordination régionale vient d'être mise en mission par Anne Wouloto. Soyez-vous des militants de proximité. Rentrez dans les maisons, allez dans les gares, dans les marchés, dans les campements. Les Ivoiriens vous attendent là-bas. Pour que vous leur donniez la bonne nouvelle, la nouvelle de la paix, de la stabilité et du développement. Allez les rassurer et dites-leur que ce que le RHDP a fait de 2011 à 2019 et en 2020 n'est rien à ce qu'on fera de 2020 à 2040. L'envoyé de la direction du RHDP annonce qu'une grande mobilisation des militants du RHDP se prépare. Elle se tiendra à Yamoussoukro en début du mois de décembre.
Un reportage est réalisé pour vous par Charles Tatou. Et les adhésions au RHDP se poursuivent. 2 personnalités de l'opposition dans la région de la Bagoué ont rejoint le RHDP, le parti des Oufouettis. On en sait plus avec notre reporter Eric Goré. Ziao Naossé du Parti des peuples africains PPACI et To Kambiré de l'ex-parti politique GPS sont désormais militants du RHDP. Leur adhésion a été faite par le secrétaire exécutif du parti, Cissé Bakongo. Ces 2 personnalités politiques sont issues de la région de la Bagoué. Elles ne passent pas inaperçues dans cette région pour leur engagement ferme dans l'opposition. À la manœuvre de cette adhésion au RHDP, Mariatou Kone, cadre de la Bagoué. Ziao Naossé était candidat du Front populaire ivoirien à l'élection législative de 2016 dans la circonscription de Boundiali-Ganoni. Le deuxième cas, il s'agit de notre frère Kambiré To de Teini, qui a été élu député sous la bannière du RDR en 2011 d'abord et en 2016 ensuite. Ziao Naossé et To Kambiré ont fini par tomber sous le charme des actions de développement du président de la République. Je pense apporter au RHDP ma connaissance du terrain à Boundiali et surtout aider beaucoup ma soeur Mariatou qui fait un travail extraordinaire à Boundiali. Je pense qu'il ne nous appartient pas en tant que fils de Boundiali de la combattre. Si on ne peut pas la combattre, il faut l'accompagner pour le développement qu'elle a entamé. Vu les réalisations, le développement qui se fait dans mon département, vu tout ça, mis ensemble, j'ai décidé de revenir. Le secrétaire exécutif du parti, Cissé Bakongo, se réjouit. Je voudrais les encourager, leur demander, de toute façon, ils en ont fait la profession de foi déjà, leur demander de faire en sorte que le sillon tracé par Madame la ministre, Mariatou, qu'il contribue à l'élargir. À quelques mois de l'élection locale, cette adhésion au RHDP est un coup dur pour l'opposition ivoirienne. Et la paix est une quête permanente. Le préfet de la région du Hambol, Kwame Bikalou, a invité les potentiels candidats aux élections régionales et municipales de Katiola à signer une charte de bonne conduite en faveur de la paix et de la non-violence avant, pendant et après les différents scrutins, comme nous le dit Kader Sorodogo. Salle de conférence Youl Lambert au Mépieux de la préfecture de Katiola. Les candidats et les représentants de candidats aux élections régionales et municipales dans le département procèdent à la signature d'une charte de bonne conduite avant, pendant et après les différents scrutins électoraux. Une initiative du préfet de la région du Hambol, préfet du département de Katiola, Kwame Bikalou, ambassadeur de paix, relève que cette charte prend en compte les opinions de chaque parti politique présent à Katiola. Par la signature de cette charte qui comporte 12 articles, les signataires s'engagent à préserver la paix sociale, à prôner la non-violence et à favoriser un développement harmonieux de Katiola. L'initiative du préfet de Katiola s'inscrit dans le cadre de l'opération Tous ensemble pour des élections apaisées, une action soutenue par le président de la Fédération nationale pour la paix universelle, Akasaé Lazare, par ailleurs président du conseil d'administration de la RTI. Il exhorte à promouvoir l'amour du prochain. Pour Jean-Claude Kwasi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, les efforts fournis par les différents signataires méritent la confiance en leur bonne foi et leur volonté de porter les valeurs promues par cette charte élaborée par eux.
Ont pris part à cette signature les autorités administratives, le représentant de la Commission électorale indépendante, CEI, les leaders communautaires et la chefferie traditionnelle. Adversité d'accord, mais fraternité d'abord. C'est le thème de cette rencontre. Étaient témoins les guides religieux. Et malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ce vendredi a été une journée triste pour les habitants du quartier de la Riviera Palmeraie, Saint-Viateur, à Cocody. Ces habitants sont sous le choc. Un immeuble R+6 en construction s'est effondré sous les yeux de plusieurs témoins aujourd'hui même. On déplore 7 victimes blessées. Elles ont été évacuées vers un établissement sanitaire. Et au moment où nos reporters quittaient les lieux, une dizaine de personnes étaient toujours coincées sous les décombres. Les secours se sont activés pour essayer de retrouver des survivants. Le témoignage est signé Massati Ouattara et Jean Magaki. Riviera Palmeraie, secteur Saint-Viateur, dans la commune de Cocody. En ce début d'après-midi, les riverains sont sous le choc. En face d'eux, un spectacle désolant. Des objets personnels, un amas de briques, de fer, de sable et de béton sous une poussière de clinker. Un immeuble de 6 étages en construction s'est écroulé ce matin, troublant leur quiétude. Une dizaine de personnes seraient encore sous les décombres, selon des témoins. Moi, j'ai quitté dans l'immeuble voisin, j'y passais. Arrivé au niveau de l'immeuble, on a senti un craquement au niveau des piliers de l'immeuble. En même temps, quand j'ai tourné, j'ai vu que l'immeuble était en train de venir. Donc c'est comme ça que je me suis enfui pour entrer dans le bâtiment voisin. À mon niveau, je pense que c'est les faits qui ne sont pas au niveau du bâtiment. R+6, ça demande un peu les plus gros faits quand même. Bon, on a vu l'immeuble est tombé, mais vous voyez que les faits sont minuscules. Moi, j'étais en bas ici, dans un magasin en bas. Un coup, on a entendu le bruit, la maison tombait, donc on a couru pour sortir. Il y a mon petit frère même dedans, il était au 3e. Alerté par les habitants du quartier Saint-Viateur, le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indigné est sur les lieux. Le secours, à travers la cellule cynotechnique et ses chiens pompiers, mène les recherches sous les ruines. 7 personnes blessées auraient été évacuées au centre hospitalier universitaire d'Angré, selon les riverains. Les enquêtes et les recherches sont encore en cours afin de localiser des victimes sous ces gravats. Et les prières continuent de monter pour toutes ces victimes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a mis un terme à la mission des casques bleus au Mali et c'est à la demande de Bamako que l'ONU a mis un terme immédiat ce 30 juin à la mission de maintien de la paix des casques bleus dans le pays. Ce retrait réclamé par Bamako se déroulera sur 6 mois. C'est donc désormais sûr, les casques bleus et policiers de la MINUSMA quitteront le Mali dès la fin de l'année 2023. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve demain avec le même plaisir, sur ce même plateau et sur la même chaîne. Portez-vous très bien.